Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vais passer immédiatement la parole à Éric Bourquet, notre rapporteur, pour les premières questions. Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci de vos propos introductifs. D'abord 4 questions très précises, concrètes pour lancer le débat, et mes collègues ensuite bien sûr auront des questions également à soumettre. Je voudrais d'abord aborder le point de la liste française des ETNC qui vient d'être mise à jour. Un peu tardivement, je m'en étonne un peu. 10 territoires y figurent, les Philippines en sont sortis, îles Vierges britanniques, Jersey et Bermudes y ont été ajoutés. Je n'y vois pas la Suisse, je n'y vois pas le Luxembourg, les Bahamas par exemple. Comment expliquer en fait la relative maigreur de cette liste au regard d'autres listes existant dans le monde, ce qui d'ailleurs constitue une difficulté puisque différentes listes existent et sont très différentes à beaucoup d'égards. Quel est votre point de vue là-dessus, Monsieur le Ministre? C'est une réalité qui est évolutive. J'ai moi-même expliqué ce que prévoyait la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, c'est-à-dire que cette liste devait inclure progressivement les États qui ne pratiquent pas l'échange automatique d'informations. En même temps, nous sommes aussi dans, je ne dirais pas une course contre la montre, puisque dans le même temps, nous sommes en train d'avancer vers le fait que ça doit devenir un standard international, et que le G20 a fixé à cet égard une date qui est la date de 2015. Les critères d'aujourd'hui sont obsolètes. Ils sont appuyés sur une notion qui elle-même doit être une notion qu'on dépasse, qui est celle de l'échange sur demande. Le nouveau critère, c'est l'échange automatique d'informations. Donc, il faut que les deux choses coïncident en vérité. Voilà pourquoi cette liste est ainsi établie. Il va de soi qu'au moment où l'échange automatique d'informations devient le standard, les pays qui ne le respectent pas, et c'est-à-dire écrit, si je ne m'abuse, dans notre propre texte de loi, à ce moment-là seront inscrits sur la liste des États non coopératifs. Aux premiers éléments de présentation du PLF, dont la discussion va s'engager bientôt, je crois avoir retenu que 2 milliards proviendraient de la lutte contre l'évasion fiscale. Quelles mesures particulières ont été choisies de ce point de vue, et quelles cibles particulières, si tant est qu'il y en ait, ont été définies pour arriver à cette somme de 2 milliards? Nous y reviendrons dans le cadre du débat sur le projet de loi de finances. On aura l'occasion de s'expliquer ici, mais de manière très claire, la lutte contre la fraude est une priorité que nous avons déjà mis en œuvre à travers un plan qui a porté ses fruits, puisque déjà dans le cadre du précédent projet de loi de finances, nous avons vu s'accroître de 18 milliards à 20 milliards d'euros le produit de la lutte contre la fraude. Mais je dirais qu'une des cibles principales et nouvelles, ce sera l'optimisation fiscale de la part des grandes entreprises, et ce sont les régularisations. Voilà les chiffres et faits que je souhaitais vous faire connaître. Alors, vous avez évoqué le G20 de Saint-Pétersbourg. Il y avait eu avant, en juin, le G8 en Irlande du Nord. Alors, les déclarations d'intention très fortes, effectivement, je partage l'idée que le climat a changé de par le monde, pour plein de raisons que vous avez citées, parmi lesquelles les opinions publiques aussi qui investissent ce terrain et qui s'indignent et qui l'expriment, qui génèrent aussi une pression avec d'autres acteurs pour que le problème soit enfin abordé. Mais après ces deux sommets, donc G8 et G20, quelles mesures concrètes quant à la mise en œuvre ont été décidées, et dans la continuité, je veux dire, de manière qu'au prochain sommet on ne fasse pas le même constat, mais quelles mesures concrètes, quelles mises en œuvre ont été décidées pour engager la bataille? Bon, d'abord, sur ce point, je veux rappeler le point essentiel qui a été acquis lors des discussions de tous ces derniers mois en ce qui concerne la lutte contre le secret bancaire, c'est-à-dire la promotion de l'échange automatique d'informations comme un standard, et au-delà de l'échange sur demande, qui en effet ne peut aboutir qu'à des listes éthiques restreintes. Si on reprend les choses avec un peu de recul, voilà la façon dont je les présenterai. La question de l'échange d'informations est devenue centrale à compter, vous l'avez rappelé, du G20 de Londres en avril 2009. Et c'est à ce moment-là que le Forum mondial
sur la transparence en matière d'échange d'informations fiscales s'est transformé, a commencé à mener ses évaluations sur la transparence effective des quelques 180 États qui le composent. Plus exactement, sur la transparence effective permise par l'échange sur demande. C'est un travail essentiel qu'il faut évidemment poursuivre avec la plus grande ardeur. La quasi-totalité de nos conventions bilatérales sont fondées sur l'échange sur demande. Mais on sait aussi combien sont âpres les discussions avec les partenaires plus récalcitrants dès lors qu'il s'agit d'examen sur demande au cas par cas. Combien, conformément aux standards internationaux, la demande doit être ciblée, précise, comporter suffisamment d'éléments pertinents, sous peine d'être rejetée ou de prendre un temps absolument insupportable. Et donc, nous avons, et j'ai progressivement acquis, l'intime conviction que l'avenir se situe dans l'échange automatique d'informations. C'est le sens du combat que mène le gouvernement depuis plusieurs mois en faveur de cet échange automatique d'informations. Et je veux y insister, je ne l'ai pas fait trop dans l'introduction, mais je le fais maintenant, sur le fait que la France a été à l'impulsion. Elle a été à l'impulsion d'abord dans un cadre franco-allemand. La première lettre en la matière a été signée par Wolfgang Schäuble, mon homologue, et moi-même. Et puis, nous avons créé un groupe dit des 5, France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, suivi tout de suite par la Pologne. Nous avons tenu une conférence de presse commune, c'était en Irlande, lors d'un ECOFIN informel dans la précédente présidence. Tout ça fait que nous avons été suivis et rejoints par une majorité d'États membres qui ont exprimé le souhait, lors de l'ECOFIN du 14 mai et du Conseil européen du 22 mai 2013, de développer au sein de l'Union européenne un système d'échange automatique qui porterait sur le même champ, qui comporterait les mêmes modalités que celles prévues par les accords dits FATCA, signés avec les États-Unis. Et donc, l'idée que nous portons avec force, c'est l'idée tout simplement d'un FATCA européen. Et cette idée, nous la poursuivons avec méthode. Le week-end dernier a eu lieu un autre ECOFIN informel où ces sujets sont revenus. Entre-temps, la Commission a présenté au Conseil ECOFIN du 21 juin 2013 une proposition de révision de la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal pour élargir le champ de l'échange automatique au sein de l'Union européenne. Révision qui prévoit l'obligation d'échanger sans condition les informations relatives aux dividendes, aux plus-values, aux autres revenus financiers, ainsi que les soldes des comptes qui sont payés, attribués ou détenus par un établissement financier au bénéfice direct ou indirect d'une personne physique d'un autre État membre. Dans le même temps, et conformément à la demande du G20 qui a réaffirmé le 6 septembre dernier, c'est tout de même très récent, son engagement sur le sujet, l'OCDE élabore un format d'échange universel fondé sur FATCA. Parce que c'est bien ça l'idée. Et d'ailleurs, M. Gouria était à Vilnius avec nous il y a 3 jours. Et c'est ce standard-là qui doit être élaboré pour le début 2014, qui aura ensuite vocation à être appliqué au sein de l'Union européenne, mais aussi par le reste du monde. Nous avons insisté sur le fait qu'il ne devait pas y avoir de différence de standard. Et c'est ainsi que nous aboutissons à l'horizon fin 2015, 1er janvier 2016, comme vous voulez, qui a été précisé par le G20. Qu'est-ce qui reste à faire désormais ? Nous avons déjà traduit concrètement notre volontarisme en ce domaine dans notre droit interne, je viens de le dire, en faisant évoluer les critères de notre liste des États et territoires non coopératifs, toujours avec cet horizon qui permet l'adaptation. C'est le sens de l'amendement que j'ai fait adopter dans le cadre du projet de loi sur la fraude de l'Assemblée nationale qui permettra d'inscrire à compter de 2016, c'est-à-dire la date de la généralisation de l'échange automatique d'informations dans le cadre des accords FATCA, tout État qui ne s'engagerait pas dans ce sens. Il faut ensuite commencer d'avancer concrètement à la fois en Europe et au G20 en prenant soin d'éviter la création de 2 standards concurrents, d'où l'idée du standard universel. Vous m'interrogez plus précisément sur le G20. Dans le communiqué publié, il est prévu que les États doivent prendre des mesures en matière de transparence des personnes morales, c'est-à-dire les sociétés, les entités juridiques comme les trusts. Ça, c'est ce qu'on appelle l'initiative BEPS, portée par l'OCDE, que nous avons été les premiers à appuyer, également avec les Allemands, les Britanniques, les Espagnols, les Italiens. Je me souviens encore d'une autre conférence de presse, c'était à Moscou lors du G20 ministériel du mois de mai ou juin dernier. Et là, nous sommes aux côtés de l'OCDE qui, à travers cette lutte contre l'érosion des bases fiscales, promeut la transparence
Le communiqué indique notamment que les États doivent se doter d'outils comme par exemple des registres centralisés où sont recensés les bénéficiaires effectifs de ces entités. La France a pris l'initiative pour traduire rapidement cette idée dans le droit européen, dans le cadre de la 4e directive anti-blanchiment. Et j'ai signé avec Wolfgang Schäuble, ça devait être la semaine dernière, la semaine d'avant peut-être, un courrier en ce sens à Michel Barnier. Le sujet avance désormais. J'ai bon espoir qu'on parvienne à inscrire dans le droit européen le principe de ces registres. Donc nous avançons à la fois sur le plan des principes et sur le plan des textes et des initiatives concrètes. Une dernière question avant de passer la parole à mes collègues. En face de cette volonté des États, quelles sont les résistances les plus fortes que vous identifiez pour avancer vers les solutions? Écoutez, je le redis, mon sentiment, c'est qu'il y a un mouvement politique puissant, international, mondial, européen, qui s'est lancé et qui sera irrésistible. Il est exact que nous sommes confrontés, sinon à la résistance, du moins à la réticence, ou si on veut être très diplomate, ça m'arrive aussi au besoin d'adaptation d'un certain nombre d'États pour qui le secret bancaire représente des intérêts puissants. Je voudrais signaler 2 ou 3 au sein de l'Union européenne, aux voisins de l'Union européenne, vous vous en doutez. Dans l'Union européenne, l'Autriche et le Luxembourg, il n'y a pas de mystère. Et à l'extérieur et à nos frontières, la Suisse. Néanmoins, les accords que nous avons passés avec la Suisse, que j'ai passés avec la ministre suisse juste avant l'été, ou encore les discussions que nous avons au sein ou du G20, ou bien encore de l'Union européenne, montrent que ces pays sont conscients de la nécessité d'évoluer. Et quand nous parlons de standards internationaux, je pense que nul n'y résistera. C'est pour ça que ce temps de 2 ans, qui peut paraître long, est en réalité un temps extrêmement court si nous manifestons jusqu'au bout la volonté, avec y compris la pression amicale qui est nécessaire sur ces pays pour que les choses changent effectivement. Oui, dernière chose, Monsieur le Président, avec votre permission. Vous avez évoqué la Suisse. Où en sommes-nous des discussions serrées avec la Suisse, puisqu'il en a été question dès votre arrivée? Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, j'ai signé avec mon homologue, Madame Eveline Wiener-Stumpf, une convention sur les successions, donc qui est maintenant signée, qui était signée à Paris, qui a fait l'objet en Suisse d'un certain nombre d'analyses. Et il revient maintenant à la ministre et au Conseil fédéral qui l'a approuvé de porter ce texte devant les instances, à la fois le Conseil national, si je ne m'abuse, qui est l'Assemblée nationale suisse, et devant, c'est peut-être plus compliqué, les cantons suisses. Et pour être moi-même un élu frontalier de la Suisse, je pense par exemple à mes amis du Jura suisse. Les choses ne sont pas totalement évidentes, mais ce texte est maintenant signé. Et pour le reste, sur l'échange automatique d'informations, nous poursuivons les débats avec la Suisse, avec la notion qu'il faudra que dans le laps de temps qui nous sépare de la fin 2015, ce pays, comme les autres, se conforme à ce standard qui, je le rappelle, a vocation à être international, donc universel. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui est en train de s'opérer. Et là-dessus, le fait que ce soit le G20 tout entier et unanime qui ait pris ce communiqué, et que de surcroît, ça n'a pas été une mince affaire, parce qu'il a fallu discuter, y compris avec des pays membres de l'Union européenne, une date de mise en œuvre soit indiquée, et qu'enfin un support soit désigné, c'est-à-dire l'OCDE, tout ça exerce, je ne dirais pas une pression, mais sans aucun doute représente des éléments de fait dont tout le monde, je dis bien tout le monde, doit tenir compte. Oui, Monsieur le Ministre, avant de donner la parole à mes collègues, j'aurais 2 questions de portée tout à fait d'ailleurs différentes, l'une étant très, très factuelle, l'autre peut-être un peu plus politique. La première, je voulais vous demander, face à cette information que nous avons eue par la presse, face à l'accroissement qui paraît totalement démesuré, alors qu'un projet de loi devrait inciter la prudence, cet accroissement démesuré des flux d'argent liquide, est-ce que les flux qui ont été constatés par les douanes sont en partance du territoire, ou est-ce que c'est de l'argent qui revient? Et deuxième question, quelles sont actuellement
les initiatives ou actions qui sont menées par le gouvernement pour vivifier l'harmonisation fiscale, en particulier au niveau européen, puisqu'à l'occasion de cette commission, beaucoup de personnes nous ont dit, ce qui ne nous a pas d'ailleurs beaucoup étonné, que le dumping fiscal qui favorise l'évasion et l'optimisation fiscale, parfaitement légale, ne serait guère combattu que lorsque nous parviendrons à ce but certainement peu proche que constitue l'harmonisation fiscale. Donc, ma deuxième question, quelles sont les initiatives actuelles du gouvernement pour hâter, vivifier cette harmonisation fiscale? Alors, d'abord, sur votre première question, c'est l'augmentation des saisies des douanes. À différence de beaucoup de gens qui les commentent, moi, je connais les résultats des manquements aux obligations déclaratives constatées par les douanes. C'est pour ça que je vous demande. Et je voudrais donc vous apporter toutes les précisions auxquelles vous avez droit, ces commissions d'enquête. Il y a effectivement eu au premier trimestre 2013 une augmentation de la valeur des infractions constatées, augmentation qui n'a pas été de l'ampleur que j'ai pu lire, puisqu'elle était de 1,1% par rapport au trimestre précédent. Des chiffres qui sont très volatiles en raison, et c'est ce qui explique cette croissance, d'opérations exceptionnelles qui se sont produites. Ce qui compte toutefois, c'est l'interprétation, comme je le comprends de votre question. Certains semblent avoir tiré de ces chiffres, qui sont des chiffres en partance, l'idée que des gens fuiraient notre pays avec des valises de billets. Personne ne doit les encourager pour éviter d'être taxés. Une idée qui plaît beaucoup sans doute parce qu'elle est facile à raconter. Il se trouve qu'elle est, au regard des chiffres que je viens de vous donner, totalement fausse, car ces chiffres ne montrent pas d'évolution aussi spectaculaire, et d'autre part, l'évolution elle-même tient notamment à, je crois, une opération d'une ampleur exceptionnelle. Je rappelle d'ailleurs que ces fraudeurs pourraient échapper au dispositif musclé de poursuite que nous mettons en place depuis un an au niveau international, et c'est pour ça qu'il faut encore avancer vers l'échange automatique d'informations qui, à terme, rendra ces mouvements démunis de tout intérêt. Donc, on voit là le lien avec l'objet général de votre commission d'enquête. Sur l'harmonisation fiscale en Europe, alors c'est un sujet sur lequel la France a historiquement une position très, très favorable. À différence de la fiscalité indirecte, notamment de la TVA, la fiscalité directe des entreprises reste encore peu harmonisée et donc soumise à la règle de l'unanimité. Il y a deux domaines qui sont en réalité, si on exclut la TVA et les assises, sur lesquels il faut avancer. C'est l'assistance administrative entre États membres à travers 3 directives. La directive sur la coopération administrative en matière fiscale, la directive sur la fiscalité de l'épargne, la directive sur l'assistance administrative en matière de recouvrement des créances fiscales, et puis l'élimination des risques de double imposition en matière de fiscalité d'entreprise à travers la directive MERFI, intérêts, redevances et fusion. Alors, comment agit la France dans ce contexte? D'abord, nous promouvons auprès de nos partenaires la nécessité de lutter avec plus d'efficacité contre le phénomène d'érosion des bases fiscales et des transferts de profits. Donc c'est l'initiative BEPS, ou le plan d'action dit BEPS de l'OCDE que j'évoquais il y a quelques minutes. Et dans ce contexte, le Conseil européen, à l'initiative de la France, a demandé à l'Union européenne de prendre pleinement part à ces travaux et de proposer les solutions, y compris par voie d'harmonisation législative. Et nous continuons à promouvoir cette thèse. Et puis, la France a demandé à la Commission de réfléchir spécifiquement à la fiscalité du numérique. Et ce sujet devrait être à l'ordre du jour du Conseil européen en octobre prochain, un Conseil européen extraordinaire. Enfin, la France continue de soutenir le projet d'assiette commune à l'impôt sur les sociétés, c'est la directive dite ACCIS, dans la mesure où une telle harmonisation conduirait à simplifier la vie des entreprises et à apporter un remède à la concurrence fiscale. C'est un projet évidemment très ambitieux et je ne cache pas que j'ai le sentiment qu'un accord de tous les États membres sera assez difficile à obtenir. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à notre collègue Madame Lingman, et après j'aurai Monsieur Chiron, Monsieur Collin, Madame Goulet. Madame Lingman. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, en effet, votre gouvernement a engagé beaucoup d'initiatives pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Et en effet, sur l'automaticité des transferts d'informations.
Est-ce qu'il ne serait pas envisageable quand même de pousser un peu plus loin la logique en essayant de faire comme en instaurant un système comparable à celui des États-Unis, qui n'est pas simplement l'automaticité des informations, mais le droit de suite, c'est-à-dire en instaurant un droit de suite en France sur les impôts. Est-ce qu'on n'aurait pas plus de possibilités d'obtenir l'automaticité de la démarche? Et comment expliquez-vous que les États-Unis ils ont fait un système comparable? Comment expliquez-vous que l'Europe ne le fasse pas, ou en tout cas quels pourraient être les handicaps pour que l'Europe le fasse? Et à défaut de l'Europe, la France. Deuxième sujet, la taxation des transactions financières vous paraît-elle un outil pertinent pour mieux regarder ces transactions, donc pour éviter un certain nombre d'évasions fiscales? Est-ce que vous pensez que c'est un outil supplémentaire au-delà de l'autre fonction qui est sa fonction de justice, de prélèvement sur ces transactions? Troisièmement, on a eu pas mal d'auditions qui montrent que dès qu'on fait une nouvelle loi, il y a des spécialistes dans le système bancaire international, et en particulier les banques qui veulent aider leurs clients à contourner, à leur banque ou officine, qui veulent essayer de contourner les nouvelles législations. On voit bien qu'il y a toute une spécialisation, utilisation de l'informatique, etc. Est-ce qu'on avait d'ailleurs eu ce débat sur la loi? Quels sont les outils que le ministère des Finances a pour essayer d'avoir cette espèce d'hyper-réactivité créatrice sur anticiper les fraudes, les méthodes informatiques et autres? Et est-ce qu'il y a des liens qui sont organisés avec la justice, les services de renseignement? Parce qu'on sait que ce genre de choses mérite quand même un certain nombre d'efforts de renseignement. Et je termine sur un sujet que j'ai découvert récemment, qui est celui de les banques qui elles-mêmes bénéficient de grands avantages fiscaux quand elles sont censées avoir subi une fraude. En l'occurrence, j'ai découvert cette affaire à travers ce que prétend la défense de M. Kerviel sur le fait que la Société Générale aurait bénéficié d'un allègement fiscal de 1,7 milliard. Jusqu'à ce jour, il semble que l'arrêt du Conseil d'État donne quelques critères pour permettre ce dédouanage fiscal, qui est d'une part qu'il n'y ait pas de collusion dans la direction de la banque. Deuxièmement, que les méthodes de contrôle aient été optimales et n'aient pas fait l'objet de faiblesses. Et troisièmement, évidemment, après se pose la question de comment on mesure quelle est l'ampleur de la réalité de la fraude. C'est-à-dire, en clair, est-ce qu'on gonfle pas un peu la mule pour essayer de bénéficier d'avantages fiscaux? Donc, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, au-delà de cette affaire sur laquelle je vous ai interrogé par courrier, est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas judicieux d'avoir une législation peut-être qui cadre mieux, parce que bon, les avantages fiscaux donnés aux banques elles-mêmes quand elles prétendent avoir subi des fraudes? Monsieur le ministre, voulez-vous que je demande d'abord à mes collègues s'il y a des questions qui seraient dans le même environnement? Non. Eh bien, on va commencer par celle-là. Bien. Alors, sur le droit de suite, ça fait partie des réflexions en cours, notamment sur la territorialité, avec un petit problème qui est que les conventions territoriales bilatérales qui s'y opposent, et nous en avons près de 120. Et donc, nous avons là une difficulté. C'est l'impôt sur les contribuables qui ne résident pas en France dont il s'agit, et ça suppose de s'écarter de nos principes légaux, de nos conventions, avec une application qui est très lourde. Il faut être bien au clair sur l'objectif d'une telle réforme. Peut-être pourrez-vous y réfléchir dans le cadre de vos préconisations. Sur sa faisabilité, je crois que l'enjeu de l'échange automatique d'informations, c'est d'abord d'appliquer la législation sur nos contribuables actuels. Deuxièmement, sur la taxe sur les transactions financières, je vous remercie de votre question parce que c'est un projet que nous soutenons fortement, Madame Lienemann, très fortement. Là encore, c'est une initiative franco-allemande à l'échelle européenne. Tout est parti, je ne sais pas ce que nous donneront les élections allemandes, nous verrons bien, d'une lettre que j'ai signée, là encore, avec Wolfgang Schäuble. Et puis c'est ensemble que nous avons réussi à
regroupé un nombre de signataires qui nous a permis de présenter une coopération renforcée. Maintenant, il y a un travail de la Commission, travail de qualité, travail sur lequel nous réfléchissons aussi, que nous ne prenons pas dans son intégralité, pour des raisons qui sont des raisons diverses. Une d'entre elles étant que, en tant que ministre de l'économie et des finances français, je tiens à ce que nous puissions conserver une place financière européenne continentale. Je parle d'Euronext. Et donc, je ne souhaite pas non plus, et tout le monde n'est pas dans cette situation en Europe, à affaiblir notre propre base en la matière, ce qui est un élément, je tiens votre attention, de souveraineté qui n'est pas négligeable. Néanmoins, la taxe sur les transactions financières verra le jour. Elle sera beaucoup plus substantielle que ce qui existe aujourd'hui. Elle portera sur un grand nombre de produits. Je pense notamment à certains dérivés, puisque c'est ça qui est en cause. Et nous poursuivons les discussions techniques. J'ai pu lire ici ou là, à partir de, c'est vrai, expression que j'ai pu avoir moi-même, et que je ne renie pas, la sensation que le gouvernement français aurait renoncé. Non, en rien du tout. Pas en quoi que ce soit. Mais nous cherchons à faire une taxe de transactions financières qui soit justement calibrée et qui n'ébranle pas aussi ces éléments de souveraineté que j'expliquais. Alors, l'application à un champ large de pays, le plus large possible, permet d'éviter ou de limiter les contournements. C'est vrai, mais je ne pense pas, pour être en toute rigueur intellectuelle, qu'on puisse dire que ce soit un outil de lutte contre la fraude. Ça peut être un résultat, en quelque sorte, indirect, mais ce n'est pas quelque chose de direct. Sur la façon de trouver la fraude, nous réfléchissons à inclure les services de recherche de l'administration fiscale au sein de ce qu'on appelle la communauté du renseignement en France. Pour le reste, il existe déjà de très nombreux échanges, formels et informels, avec les forces de police et les autorités judiciaires. Mais ce que vous soulevez, c'est un problème qui est un problème plus vaste ou plus large. Depuis que je suis ministre de l'économie et des finances, j'ai eu l'occasion de rendre visite à un grand nombre de services au sein de la DGFiP. Et c'est vrai que cette course, j'allais dire à la fois juridique et technologique, entre les fraudeurs et l'administration, c'est un sujet de préoccupation de tous les jours. Et je profite d'être devant vous pour rendre vraiment hommage à l'exceptionnelle qualité de notre administration fiscale en la matière. J'ai eu l'occasion de me faire présenter un certain nombre de cas. Je me souviens quand nous étions à Pantin. Franchement, nous avons des gens qui sont motivés, doués, qui ne se laissent pas faire, dépasser. Ils sont assez nombreux, Madame Lienemann. Nous avons quand même 120 000 personnes à la DGFiP. Alors, si derrière ça, vous soulevez d'autres questions budgétaires, c'est vrai que le ministère des Finances est un ministère qui contribue à l'effort qui est demandé aux administrations publiques, qui sera plus important encore pour cette année, puisque nous ne renouvelons pas 2350 emplois, dont un peu moins de 2000 à la DGFiP, que nous faisons avec un projet stratégique qui est piloté par le directeur général des finances publiques, et que les effectifs de vérificateurs, puisque ces industries sont, eux, sanctuarisés, parce que à l'intérieur même de l'organisation de cette direction, il y a des priorités. Encore une fois, ça se fait à partir d'un plan stratégique. Je veux dire, c'est pas une entreprise, mais on a un dialogue avec les agents qui permet, au fur et à mesure que les effectifs doivent s'adapter, de moderniser le service public avec très clairement des axes qui en sont partis. Alors, pour ce qui est de l'affaire Pierre Viel, je dirais, j'ai reçu votre courrier, je vous répondrai. Il s'agit d'un sujet qui porte sur une période qui précède mon arrivée. Je vais m'efforcer de vous apporter une réponse la plus rapide possible, avec une toute petite difficulté quand même, qui n'échappera à personne, qui s'appelle le secret fiscal. Mais je m'efforcerai de vous en dire le plus possible, Madame Lienemann. Monsieur, mon collègue Chiron. Oui, Monsieur le Ministre. Oui, vous l'avez remarqué, vous l'avez dit, et puis mes collègues aussi, qu'on s'aperçoit que l'attitude des États aujourd'hui change très vite. Et la volonté de lutter contre l'évasion est très forte. Vous avez parlé tout à l'heure de la taxation des multinationales, et notamment celle du numérique, qui aujourd'hui aisément se soustrait à l'impôt. On n'a pas, quand nous avons reçu ici le directeur de l'OCDE, on avait évoqué le fait qu'on a cherché à faire en sorte qu'il n'y ait pas de double imposition, mais on est passé à la double non-imposition.
hein, c'est le cas de le dire. Bon. Avec d'ailleurs des États au niveau de l'Europe qui ont facilité, je dirais, cette double non-imposition quand on regarde ce qui se passe au niveau du Luxembourg ou de l'Irlande. Est-ce que, alors, on a entendu que le G20 avait envie de suivre les recommandations de l'OCDE. Alors, j'ai envie de dire, est-ce que cela va se faire assez rapidement, parce ça représente des sommes assez considérables dans les recettes fiscales de nos États. Et puis, est-ce qu'au niveau de l'Europe, justement, on peut agir plus vite, puisqu'on a 2 États quand même qui sont concernés, 2 États qui ont la même monnaie que nous tous en plus. Donc, ils affaiblissent, en affaiblissant les États de l'Eurogroupe, ils affaiblissent leur propre monnaie, d'une certaine façon. Donc, est-ce qu'on peut penser que ça réagira assez rapidement, au moins au niveau de l'Eurogroupe et au niveau de l'Europe? Madame Goulet me dit que ces questions sont dans le même thème. Oui, c'est pas très éloigné. En plus, Monsieur le Ministre, je dois quitter cette audition dans 5 ou 6 minutes. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'ai une petite question relative aux conventions internationales, parce qu'on a eu ici un débat très intéressant sur l'efficacité de nos conventions internationales. Est-ce qu'éventuellement, vous avez un service qui envisagerait de revoir un certain nombre de conventions fiscales qui parfois ressemblent à un sketch de Coluche, c'est-à-dire plus tu peux payer, moins tu payes. En gros, je pense à la convention qui nous lie au Qatar et qui fait de la France un paradis fiscal, ce qui est quand même pas tout à fait l'objectif, avec des gens qui sont capables, bien qu'ils investissent beaucoup, de contribuer un peu. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il n'y a pas quand même une très grande hypocrisie dans l'affaire des paradis fiscaux, où on sait notamment qu'en matière de défense et d'armement, nos principales sociétés utilisent ces paradis fiscaux comme toutes les autres sociétés du monde pour pouvoir effectuer des transactions et soutenir notre industrie de l'armement. Je vous remercie. Alors, d'abord sur la question du numérique. Nous avons été les premiers à porter ce sujet. D'abord lors du Conseil européen d'octobre. Nous avons obtenu que ce sujet soit évoqué dans le cadre de l'initiative BEPS. Et puis aussi au G20, où nous avons beaucoup plaidé pour que ce soit là aussi inclus dans le champ des conclusions et du communiqué du G20. Et c'est la France qui a porté ce thème. Peut-on agir plus vite? Ce thème sera abordé régulièrement au G20 et un Conseil national du numérique traduit ces exigences au plan interne. Je crois que nous devons tout de même, en la matière, garder en tête que tout cela s'inscrit dans le même calendrier. Encore une fois, ce calendrier, je pense qu'il est non pas sage, mais raisonnable et puis honnête de notre part de dire que c'est bien la fin de l'année 2015 qui est concernée. Ce qui veut dire que nous allons travailler à la consolidation du FATCA européen, que nous allons travailler à la confection du standard OCDE. Je crois que vous avez reçu Angel Gouria ici. Et puis que nous allons ensuite travailler à l'application de tout ça. S'agissant des conventions internationales, ce sont des questions qui ont déjà été posées sur la convention signée par nos prédécesseurs en 2007. La première a été signée par le précédent président de la République. C'est vrai que ce n'est pas la moins généreuse de nos conventions. Ce n'est pas pour autant un modèle et on peut sans doute envisager de la rediscuter. Pour le reste, s'agissant des paradis fiscaux, on a eu ce débat dans le cadre de la loi bancaire et l'idée n'a pas été, par exemple, d'interdire à nos banques d'agir dans les paradis fiscaux. Certains groupes politiques pouvaient souhaiter qu'on agisse dans ce sens. L'idée, c'est autre chose, c'est de connaître l'activité des banques dans les paradis fiscaux pour arriver à déceler s'il y a justement des flux ou des évolutions qui sont normales, d'où un besoin de connaissance et d'information. C'est la démarche que nous avons. Absolument. Mais c'est bien cette démarche-là que nous avons suivie parce que il y a aussi des réalités économiques, industrielles, de défense que vous avez évoquées. Ce dont il faut se prévenir, c'est justement
d'évolution qui elle-même traduirait des flux illicites ou bien des mouvements qui sont des mouvements anormaux. Quant au travail sur les conventions fiscales, la révision des conventions pour lutter contre les abus est une priorité. Je citerai mon collègue Bernard Cazeneuve, je ne sais pas s'il l'a dit devant vous, mais le Qatar est un précédent qui ne se reproduira pas. Je le dis ici. Nous travaillons beaucoup en Europe et la convention succession avec la Suisse s'inscrit bien dans cette idée de revoir les conventions en vigueur. Et si nos amis suisses ont accepté de le faire, c'est parce qu'ils mesuraient aussi qu'il y avait désormais cette pression à l'évolution qui s'exerce et qu'on ne peut pas garder un droit obsolète qui n'est plus du tout en conformité avec les standards d'aujourd'hui. Monsieur Colin. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci de nous éclairer, de vos réponses, d'éclairer la commission d'enquête sur ce sujet qui nous préoccupe et nous vous donnons acte. Vous êtes beaucoup mobilisés sur ce front. Néanmoins, un problème apparaît, celui de la faible quantité des poursuites pour fraude fiscale et l'impression peut-être d'impunité des plus gros fraudeurs. C'est en tout cas une impression. La répression pénale de la fraude vous semble-t-elle suffisante? Vous savez que le verrou de Bercy, sur ce point, nous pose un petit peu problème. Deuxième question, lors de nos précédentes auditions, il a été suggéré qu'il faudrait au minimum 25 ans pour procéder aux opérations de régularisation prévues par la circulaire du 25 de juin 2013, je ne sais pas la date exacte, aux moyens actuellement dégagés. Pouvez-vous nous rappeler ces moyens et nous indiquer, Monsieur le Ministre, ce qui sera fait pour les mettre à niveau? Voilà les deux questions que je souhaitais vous poser en vous remerciant des réponses par avance. Comme j'ai procédé tout à l'heure, je vais demander à Philippe Dominati de poser sa question, qui doit être un peu aussi dans la même zone. Monsieur le ministre, au cours de la précédente commission d'enquête, nous avons eu des difficultés, ainsi que les autorités françaises, à établir la masse de la fraude fiscale. Et on avait été étonné de l'absence d'instruments de mesure, je dirais, particulièrement fiables par Bercy, de pouvoir évaluer ce potentiel. Aujourd'hui, compte tenu de cette dynamique qui a enclenché tout ce que vous avez fait, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire qu'est-ce qu'il en est exactement? Pour vous, quel est le montant de la fraude fiscale en France à l'heure actuelle, maintenant au bout de 2 exercices, je dirais, où il y a une vigueur constante dans ce domaine? Monsieur le ministre. Des poursuites, je ne prononcerai pas le terme de faible quantité, mais on dirait peut mieux faire, sans doute, monsieur le sénateur Colin. Et précisément, c'est tout l'objet du projet de lutte contre la fraude fiscale, qui est de durcir les sanctions, et puis aussi de donner davantage de pouvoir, aussi bien à la justice qu'à l'administration. Et donc je vous invite à vous inscrire dans ce mouvement. Je pense que nous avons là un projet qui est un projet bien fait et dont l'objet précis est de nous donner davantage d'armes. Une direction par ailleurs du contrôle, la DNVSF, a mis en place un service dédié composé de 20 agents. Pour l'instant, 1500 dossiers ont été déposés et je peux vous assurer qu'il ne faudra pas 25 ans pour les traiter. Enfin, s'agissant du montant de la fraude fiscale, je dirais presque par définition, monsieur le sénateur Dominati, tous les chiffres sont erronés parce que nous n'avons pas connaissance, je dirais presque par définition. Une fraude peut être évaluée, ne peut pas être connue. Alors, il y a un chiffre qui circule beaucoup, qui est un chiffre de 50 à 60 milliards d'euros, qui est un chiffre d'origine syndicale. Des syndicats qui, d'ailleurs, ne sont pas forcément les plus mal informés. Mais c'est très difficile à
mesurée. Les travaux en cours sur la TVA, par exemple, montrent que nous avons à peu près 10 milliards d'euros de fraude à la TVA, ce qui est tout de même très significatif. J'étais hier dans le Cher avec un député, M. Yann Gallu, qui travaille sur ce sujet. Je pense que c'est en effet quelque chose de tout à fait prioritaire. Sur l'impôt sur les sociétés, nous sommes à peu près sur le même ordre de grandeur. Disons que tout ça peut être évalué, mais n'est pas vraiment vérifiable par les services. Mais nous sommes quand même devant des chiffres qui sont extrêmement significatifs, sans aucun doute. Oui, c'est évidemment les prélèvements qu'on évoque et pas les bases. Oui, c'est le manque à gagner. D'accord. Je vais redonner la parole à Éric Bocquet pour les dernières questions de cette fin d'après-midi. Presque début de soirée. Presque début de soirée, vous avez raison. Ouais. Alors, juste une remarque incidente sur la qualité de l'administration fiscale française, dont je crois que nous sommes tous convaincus, pour l'avoir constaté dans les auditions, puis dans le travail qui est exécuté. Et j'en veux la meilleure preuve, l'engouement des banques à recruter dans la haute administration fiscale française les meilleurs de leurs agents conseillers en fiscalité. Donc ça, c'est la meilleure preuve, à mon avis, de leur connaissance, de leurs compétences et de leur savoir-faire. Mais ça, c'est une remarque incidente. Que vous inspire, Monsieur le Ministre, la présence très considérable des banques françaises dans les paradis fiscaux? Alors, s'agissant de l'administration fiscale, je me permettrai avec beaucoup de respect peut-être de formuler les choses différemment. Sans doute recrutent-ils de bons, mais les meilleurs restent à l'administration fiscale. Ça, j'en suis absolument persuadé. Ce sont ceux qui ont un sens civique, en effet, un sens du service public. Je ne dis pas que les autres sont à blâmer. Je n'ai pas senti, pour ma part, d'affaiblissement de la qualité de cette administration. S'agissant de nos banques dans les paradis fiscaux, j'ai commencé à répondre il y a quelques instants sur le fait que nous souhaitions, à travers la loi de séparation bancaire, faire la transparence davantage sur ces activités. C'est sans doute une problématique qui nous a non pas séparés, mais sur laquelle nous avons été à discuter lors du projet de loi. Autrement dit, quelle doit être la part de moralisation et quelle doit être la part de pragmatisme. En tant que ministre des Finances, je dois être porteur d'une volonté éthique qui est exigée par les parlementaires et aussi d'une forme de pragmatisme. Je m'en explique. J'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises à quel point des activités devaient être prohibées quand il était nécessaire qu'elles le soient, qu'elles devaient être connues, que la transparence soit faite, et c'est l'esprit de la loi bancaire, et en même temps que nous ne devions pas désarmer la compétitivité de notre système bancaire. C'est une industrie, la banque, qui emploie 400 000 personnes. Nous avons la chance d'avoir des banques qui sont des banques solides sur le plan systémique. Vous savez que nous allons, dans le cadre de l'union bancaire, lancer ce qu'on appelle les stress tests pour évaluer la situation de nos banques. Je n'ai pas d'inquiétude à ce sujet-là. Elles doivent aussi être capables d'offrir à leurs clients une série d'opérations financières qui les met au niveau de leurs concurrents. Et dans beaucoup d'opérations financières, et c'est peut-être du côté du client qu'il faut se tourner, pas seulement du côté de la banque, la présence dans certains pays est une exigence vers les banques, mais bien sûr ça ne justifie pas tout, d'où l'exercice de transparence auquel la loi bancaire les astreint. Certains pays comme les Bermudes accueillent par exemple des sociétés dites captives d'assurance de grands groupes pour servir ses clients. Les banques doivent assurer leur présence dans ce pays. Je pense qu'il faudra qu'au fur et à mesure que nous progressons dans l'application de la loi, nous sommes capables de faire le départ entre ce qui est nécessaire et ce qui est injustifiable. Et je veux vous dire que nous ne baissons pas la garde dès lors que le pays en question ne se montre pas coopératif. Et c'est pourquoi, par exemple, s'agissant des Bermudes, on a inscrit ce pays, pour le coup, dans notre propre liste. Et finalement, tout ramène à la même chose, c'est-à-dire à l'échange automatique d'informations. Parce que je suis persuadé que le passage aux 10 standards, et encore une fois, le temps peut sembler long
mais en réalité, ça ira très vite. L'affaire de 2 ans maintenant, 2 grosses années, nous permettra d'élargir la liste des territoires non coopératifs et du coup d'être beaucoup plus effectifs dans la lutte contre les phénomènes qui vous mobilisent. Avec les 2 dernières questions d'Éric Bocquet et votre réponse, nous tiendrons juste dans l'heure d'audition. Oui, Monsieur le Ministre, on a évoqué le cas de Monsieur Kerviel. Je me permets de le réévoquer, non pas pour m'acharner sur cette situation particulière, mais qui est quand même assez emblématique de ce que la finance est devenue ces dernières années. Évidemment, la banque pour laquelle il travaillait, en gros, liquide les comptes en faisant porter le chapeau, en gros, à cette personne. Mais est-ce qu'on ne peut pas quand même s'interroger sur la situation d'une banque et les dirigeants, la responsabilité des dirigeants d'une banque qui annonce un ROE, pour employer ce terme technique, de l'ordre de 20%, qui ne sont pas atteignables sans des prises de risques excessives, considérables, et qu'on a pu mesurer de par le monde. Quel est votre point de vue là-dessus ? J'ai dit qu'il s'agissait d'une affaire qui s'était déroulée dans un temps où je n'étais pas ministre de l'économie et des finances, mais qui évidemment a interpellé, qui doit susciter des réponses de notre part. Simplement, on voudrait souligner qu'il y a d'une part des aspects type secret fiscal, j'ai répondu à Mme Lienemann, et qu'il y a aussi tout de même des procédures judiciaires qui sont en cours, qui font qu'on comprendra que je puisse peu m'exprimer sur ce cas précis. Mais je voudrais vous répondre à partir de la loi bancaire, parce que c'est ça qui doit nous préoccuper maintenant, c'est justement en quoi les choses changent. D'abord, la rentabilité des banques n'est plus la même, les risques ne sont plus les mêmes aujourd'hui, et deuxièmement, dans la loi de séparation de régulation des activités bancaires, nous avons considérablement durci l'aspect contrôle prudentiel et résolution en introduisant un principe qui est le principe qu'il faut paye. Alors je ne parle pas pour le coup spécifiquement de l'affaire Kerviel, mais imaginons la défaillance d'une banque à partir de telle ou telle opération. Jusqu'à présent, on sait qui est amené à payer. Ce sont les déposants qui risquent de supporter les choses. Et la loi bancaire a inversé cette logique, puisque désormais ce sont les actionnaires et les dirigeants qui sont concernés. Et les pouvoirs de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution vont jusqu'à, vous le savez, à donner le pouvoir de démettre un dirigeant de banque qui aurait été responsable d'errements qui pourraient conduire à la dite résolution. Par ailleurs, nous avons progressé dans le cadre de la loi bancaire dans la définition d'outils pour éviter que les cas type Kerviel ne se reproduisent. Je pense au contrôle des traders et de leur desk de trading. J'ose espérer qu'avec les instruments dont nous sommes dotés, ce type d'affaires est derrière nous. Sur celle-là, je ne peux pas me prononcer davantage. La dernière question annoncée. Alors, pour revenir aux banques suisses, quelle réaction vous inspirent les initiatives de banquiers suisses dans la dernière période qui demandent à leurs clients de présenter des garanties de conformité fiscale? Ce genre de choses dans la dernière période de la part de certains établissements bancaires suisses. Voilà, on demande en gros des comptes aux clients. Êtes-vous clean pour venir chez moi, pour faire court? Je pense que c'est un signe, monsieur le député, monsieur le sénateur. Oui, sénateur, avec tout le respect que j'ai. C'est-à-dire que c'est un signe que le secret bancaire vacille, que les choses changent et que les banques suisses commencent à prêter attention à leur réputation. Et au fond, le travail que nous faisons dans les gouvernements, à l'échelle internationale, à l'échelle européenne, le travail que vous faites comme parlementaire, la pression de l'international, la pression de l'opinion, tout ça concourt dans la même direction, c'est-à-dire à faire en sorte que dans, y compris les citadelles traditionnelles du secret bancaire, on fasse beaucoup plus attention aujourd'hui et qu'on évite un certain nombre de situations qu'on a pu connaître ici ou là. Et donc, comment vous dire, je trouve ça plutôt bien. Et c'est un signe d'évolution positive qui me laisse à penser qu'il faut sortir aussi, bon, pas des caricatures, elles peuvent exister, mais de l'idée que
ces choses vont continuer pour toujours? Non, elles ne continueront pas pour toujours. Je le répète, moi j'ai cette conviction, mais qui n'est pas qu'une conviction, parce qu'il faudra être vigilant et actif et proactif, que, je l'ai dit tout à l'heure, le secret bancaire vacille et qu'un processus irréversible mettra fin à ces formes actuelles. Et qu'aucun pays ne pourra résister à ce processus. Aucun. Et le comportement des banques suisses est sans doute déjà un début d'anticipation, comme la signature de la convention succession, du fait que ce pays, comme les autres, va se mettre en conformité avec ce droit nouveau que nous sommes en train d'élaborer à l'échelle internationale. Eh bien, Monsieur le Ministre, nous vous remercions des réponses que vous avez apportées à notre commission. Et Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre présence lors de cette audition. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs.